jaxle ma tax di laaj ndax li woon moom wan nee ni naa teranga jangay dem kenn woolootu sama room nit a ngi liggéey moromam ngir i ñaan soxor ñàkk gëm yàlla intérêt tas na réew mi lu waay defal moromam am na lu ci seen. Bonjour mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Télé École, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de votre émission Débat d'études, une émission qui traite toutes les questions en relation avec l'éducation. Dans ce nouveau numéro de Débat d'études, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 invités de marque. À ma droite, nous recevons Dr Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur à l'UCAD et directeur des études de l'IFE. Bonjour docteur. Bonjour Omar. Et notre deuxième invité, il répond au nom de M. Amadou Sow. Il est inspecteur de l'enseignement, formateur au CRFPE de Dakar et il est aussi doctorant en sciences de langage à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Bonjour docteur. Bonjour M. Omar. Et enfin notre troisième invité à notre gauche, elle répond au nom de Mme Rokhaya Cholange Ndir. Elle est chef de département de la RSE à Sonatel Orange. Elle est aussi présidente de l'Association sénégalaise des femmes dans l'éthique. Bonjour madame. Bonjour Omar. Le thème de ce nouveau numéro est inspiré du journal Le Monde diplomatique qui a publié un article intitulé « Bienvenue dans la société sans contact ». Évidemment un titre choquant car quand on parle de société, étymologiquement, ça renvoie à une organisation d'êtres humains ou d'animaux ayant établi des relations durable. À la limite, on définit la société comme étant la vie collective. Maintenant, une société sans contact ne serait-il pas contradictoire? Quels seront les enjeux de tel régime social? Voilà sur quoi mes invités et moi allons discuter, le tout organisé autour du thème travail, famille, Wi-Fi. Mais avant de percer le fond du débat, madame, est-ce possible de vivre dans une société sans contact? Tout d'abord, permettez-moi de remercier Télé École à travers Hassan Boub, qui est le fondateur, pour cette invitation à participer à cet échange. Saluer également les participants, toutes les personnes autour de cette table. Pour revenir sur votre question, est-il possible de vivre dans une société sans contact? Mon avis personnel est non. Je pense que l'être humain, dans son essence, est fait pour le contact. Nous sommes dans une situation qui nous oblige un peu à diminuer ce contact et même à le voir inexistant à certains moments de la société. Mais je pense que fondamentalement, l'être humain est fait pour être avec ses pairs. Nous le voyons aujourd'hui à travers les difficultés que nous avons à respecter les gestes barrières. Des gestes qui devraient être simples, mais qui ne sont pas dans nos habitudes en tant qu'humains. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ADN de l'être humain d'être sans contact. D'être sans contact. Vivre dans une société sans contact ne serait pas dans l'ADN de l'être humain. Donc, Monsieur Diouf, pensez-vous pas que vouloir instaurer ce nouveau régime social, à la limite, va dénaturer l'être humain? Bonjour Omar, permettez-moi d'abord de vous remercier et de remercier Télé École pour cette opportunité que vous nous donnez à nous tous, M. Sow et Mme Dir, de discuter de cette question-là qui relève d'un thème fondamentalement d'actualité. Mais je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, replacer un peu le contexte dans lequel s'inscrit ce changement de paradigme. Contexte en rapport avec l'avènement de la postmodernité, né au tournant des années 80, qui nous invite fondamentalement à re-questionner nos manières de voir, nos manières de penser, et nous invite à un changement de niveau d'analyse, pour ne pas répéter le mot de paradigme. En quoi faisant? En sortant du régime des étanchéités, pour inaugurer l'ère du régime de la pensée du continu. C'est la raison pour laquelle maintenant, effectivement, on ne peut pas vivre dans une société sans contact, mais c'est le type de contact qui a changé. C'est-à-dire le contact n'obéit plus au régime du physique, mais c'est un contact qui évolue vers le virtuel. Et cela, maintenant, pourquoi les gens sont plus ou moins heurtés? Parce que ça change fondamentalement nos habitudes.
nous avons d'ores et déjà et désormais repenser notre rapport au temps. Quand on dit notre rapport au temps, on dit également notre rapport à l'espace, hein, parce que je n'insisterai pas outre mesure, l'espace et le temps forment un chronotope. Pourquoi aujourd'hui on nous impose des gestes barrières, on reste dans une sorte d'insularité, etc. C'est parce que nous devons repenser notre rapport à l'espace, notre rapport au temps, notre rapport à la société de manière globale. Repenser notre rapport à l'espace et notre rapport par rapport au temps, c'est ce qui inspire aujourd'hui d'annoncer cette nouvelle société, l'avènement de cette nouvelle société sans contact. Mais M. Sow, pensez-vous pas qu'on fonce droit vers la dissolution de la société telle qu'on la connaisse, la société naturelle? Voilà, merci M. Omar. Et commencer par dire un grand bonjour à mes co-débatteurs. Madame Dir, enchanté de faire votre connaissance. Hassan m'a beaucoup parlé de vous. Et remercier également mon ami Dr Abdoulaye Diouf d'avoir accepté de participer à cette émission malgré son temps aussi précieux qu'il a au niveau de l'IFE. C'est vrai, hein, il y a vraiment un changement de paradigme, comme le disait tantôt Abdoulaye. Mais parler de société sans contact, il faut replacer le terme de contact dans son contexte. Parce que le contact est là, mais c'est le contact physique dont il est question par rapport à ce paradigme comportemental actuel. Moi, je crois qu'il faudrait essayer de voir au rythme où vont les choses, essayer de ne pas encore se laisser damer le pion, comme on dit. Inévitablement, je dis bien inévitablement, le contexte qui nous a imposé et qui a été à l'origine de cet article, et permettez-moi, entre parenthèses, de remercier également Hassan de nous avoir offert l'opportunité de discuter sur un article du Monde diplomatique. Parce que vous, dans la présentation tout à l'heure, vous avez omis un aspect. Je suis le conseiller pédagogique de la maison Moukat Édition, qui a la distribution exclusive de la presse étrangère et qui se focalise beaucoup sur les articles du Monde qui sont des articles intéressants. Et vous voyez, cet article Travail, famille, Wi-Fi, et je crois que Mme Ndir est là, je crois spécialiste de ce domaine d'Internet. Aujourd'hui, nous allons vers un monde, inévitablement, où l'Internet jouera un rôle fondamental. Et dans cette expression de société sans contact, il faudra placer au cœur du débat l'Internet. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui, on y reviendra largement. Madame, on ne parlait plus de contact physique, mais contact virtuel. Et j'aimerais savoir, vous, le contact physique est-il remplaçable à un type de contact virtuel? Alors, on expérimente tous le contact virtuel depuis un certain nombre d'années. Ça s'est accéléré avec le contexte de pandémie, de coronavirus. Lorsque je prends mon exemple depuis le mois de mars, par exemple, je suis dans une société qui utilise le télétravail. Donc, depuis plus de 6 mois, je n'ai pratiquement pas de contact physique avec mes équipes, avec les équipes avec lesquelles je travaille. C'est quelque chose qui peut poser un problème. C'est quelque chose qui peut poser un problème dans la mesure où, quoi qu'on dise, le contact physique, le fait de pouvoir se regrouper est un élément pour moi fondamental en termes de relationnel, en termes de relations humaines. Je pense qu'à terme, c'est vrai, vous l'avez dit, nous sommes dans un nouveau monde, dans un nouvel environnement. On espère, en tout cas, on a vraiment un grand espoir que cette pandémie, qu'on trouve un remède très rapidement à cette pandémie et qu'on puisse peut-être revenir. Le monde ne sera, je pense, plus jamais comme avant, dans la mesure où même en entreprise, l'idée c'est de voir comment ce modèle de télétravail-là va pouvoir perdurer au-delà du Covid, parce qu'on a vu que ça n'atteint pas forcément les performances de l'entreprise et que les gens travaillent même en mode télétravail. Mais il faut quand même, je pense, revenir sur cet aspect humain-là, qui est, je pense, fondamental, qui fait partie de l'équilibre de notre société. Le tout numérique, pour moi, n'est pas forcément une bonne chose. Il faut de l'équilibre dans tout. Et cet équilibre-là, il faut qu'on arrive à le trouver.
dans le monde professionnel, dans le monde personnel, quel que soit le sujet. Je ne suis pas adepte du tout numérique et je suis encore convaincue que le contact humain est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à garder. Ainsi, on peut considérer que si le travail vire au virtuel, ça perd forcément ses dimensions sociales et humaines, quoi. Ah oui, complètement, complètement. Je pense que la dimension humaine sera perdue. Comme je vous l'ai dit, moi, pour être restée depuis plusieurs mois sans voir mes équipes, on sent malgré toute la volonté de continuer, on est performant sur ce qu'on fait dans le travail, mais l'échange que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui est en face de vous, le contact même visuel, pas forcément physique, réel, est quand même assez important et joue un rôle conséquent. Le contact physique est important dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine de la famille. M. Sow, vous êtes doctorant en sciences de langage à l'Université Asante de Ziguinchor. Et quand on parle de langage, on parle forcément de la communication et de son rôle pour le maintien de l'évolution et de la paix sociale. Selon vous, quelles sont les conséquences si la vie familiale aujourd'hui se résumait derrière un écran froid d'un ordinateur ou d'un smartphone? Voilà, merci. Et j'ai apprécié l'analyse de Mme Ndir, qui, bien qu'elle soit adepte de l'Internet, mais n'est pas pour le tout Internet. Le tout numérique, c'est vrai, et nous semblons évoluer vers ce tout numérique. Et c'est l'évolution de la société qui nous l'impose quelque part. Mais, quelle est la famille qui sera derrière l'écran d'ordinateur? Je le disais tantôt, Madame Ndir parlait de télétravail. Qui fait télétravail? Aujourd'hui, on parle de e-prof, télétravail, classroom. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays à un taux d'analphabétisme de 56,4. 56,4 de taux d'analphabétisme. Donc nous sommes déjà à un paradigme de tri social. De tri social. Et ce qui m'a un peu impressionné dans l'article, c'est une partie où il y a un docteur qui disait que depuis qu'il a commencé à faire des consultations en ligne, il n'a plus reçu de patients de plus de 50 ans. Tous ces patients tournaient autour de 25-30 ans. Donc c'est la tranche d'âge qui peut accéder à Internet ou bien manipuler l'outil ordinateur pour essayer d'aller dans le sens de l'évolution du temps, comme on pourrait le dire. Alors, nous disons la famille, télétravail c'est bien, mais télétravail ça peut être efficace quand nous avons assez d'électricité. Souvent, les gens parlent de réduire la fracture numérique pour permettre, dans ce paradigme de pandémie de la Covid-19, que les gens puissent accéder à Internet et pouvoir se connecter. Mais je n'ai jamais vu une connexion sans électricité. Donc, il faudrait commencer d'abord par réduire la fracture électrique, pour parler d'abord de réduction de fracture numérique et essayer d'essaimer à travers ce télétravail. Et c'est bien, moi je pourrais orienter le débat au niveau du secteur comme l'éducation. Aujourd'hui, on a parlé de cours à domicile, à travers Classroom. Mais quelles sont les familles qui ont à leur disposition un ordinateur avec leurs enfants, qui puissent avoir aussi la connectivité à Internet? Donc vous voyez, c'est toutes ces questions qu'il faudrait ressasser. Je crois que la question est pertinente. Le travail en famille à travers l'ordinateur, c'est bien, mais je crois que le nombre est vraiment infime. Le nombre est infime. Et d'ailleurs, ce que le ministère de l'Éducation a compris, au-delà de l'encouragement, et je crois que d'apprendre à la maison à travers les réseaux Internet, à travers Classroom, à travers Teams, c'est bien. Mais on a pensé aux zones déshéritées qui n'ont pas l'électricité, encore moins le numérique, et en faisant des photocopies à grande échelle pour qu'ils puissent disposer de documents afin d'accéder à l'apprentissage. Voilà, donc ça sera à deux parts, car il y a des jeunes aujourd'hui qui ont accès à Internet, qui ont accès à cette éducation en ligne, à cette télééducation, téléenseignement. Docteur Diouf, quelles seront les conséquences sur la responsabilité scolaire de ces jeunes, responsabilité scolaire et éducative?
Bon, cette responsabilité-là, elle est énorme. Mais je voudrais, avant de l'aborder précisément, revenir sur un aspect quand même qui me semble fondamental. Ce sont les enjeux idéologiques qui sont derrière l'avènement de ce nouveau paradigme-là. Parce que si fondamentalement nous, en tant que société africaine et sénégalaise en particulier, nous avons des difficultés à nous mouvoir dans ce dispositif-là, c'est parce que fondamentalement, nous avons une conception de la société qui est fondée sur le contact, ce qui n'est pas le cas pour l'Occident. Si nous avons difficulté aujourd'hui à respecter les mesures barrières, hein, à garder cette distanciation-là sociale-là, c'est parce que nous n'avons pas été conçus de cette manière. Notre imaginaire ne fonctionne pas de cette manière. Donc il y a des enjeux idéologiques qui sont derrière et l'Occident a tendance un peu à nous tirer de manière à re-questionner même l'humain et à envisager un autre type de rapport avec l'objet. Donc la pensée devient moins humaine et plus objectale au fur et à mesure que nous avançons. Alors ces conséquences, elles sont énormes à tout point de vue. Vous l'avez pointé dans le domaine de l'enseignement. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, et c'est un aspect important que l'article souligne, c'est comment est-ce que cet outil-là, Internet, contribue un peu à fragiliser non seulement l'humain, mais à creuser l'écart social. Et même à faire apparaître un phénomène que des sociologues de l'éducation comme Pierre Bourdieu et Claude Passeron avaient pointé dans l'ouvrage, c'est comment est-ce que cet outil-là creuse les inégalités sociales. Parce que l'école, à la base, est destinée à lutter contre les inégalités sociales. Mais malheureusement, l'école devient un creuset de perpétuation des inégalités sociales. Pourquoi? Parce que non seulement la fracture numérique elle est importante, mais tout le monde n'a pas accès à Internet. Et tout le monde aussi ne peut pas manipuler les outils. Donc, au lieu de normaliser les liens sociaux, cet outil-là a tendance un peu à creuser les inégalités sociales et à re-questionner beaucoup plus profondément l'humain. Ça, c'est un aspect que nous pouvons relever dans le domaine éducatif. Et ça pose également la question de l'équité. La question de l'équité qui est également fondamentale. Donc ça nous permettra un peu de repenser notre système et d'avoir une vision holistique du développement. M. Sow, en tant que spécialiste de l'éducation, en a fait allusion. Le taux d'analphabétisme s'accroît. Je me demande dans un contexte pareil, comment est-ce qu'on peut arriver un peu à installer certains dispositifs de téléenseignement, de téléconsultation dans le domaine de la médecine, de e-banking dans le domaine de la banque. Ouais, donc c'est vraiment un phénomène qui n'épargne aucun domaine de la vie sociale. On peut en parler sur l'éducation, la santé, le travail, le type d'homme également que cela On cherche à numériser d'une manière très très globale la vie humaine en fait. Non, mais surtout à repenser le rapport que nous devons avoir maintenant vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis également des autres. C'est cette pensée-là qui malheureusement est en train de s'installer, mais malheureusement nous, on est sous l'emprise un peu des effets d'entraînement, on ne réfléchit pas, on ne pose pas les vraies questions épistémologiques que ces phénomènes-là posent. Malheureusement, on est dedans et puis voilà. C'est pour ça que je salue vraiment la pertinence de cette émission-là qui peut-être nous donne l'occasion vraiment de nous arrêter un peu et d'observer quand même un regard beaucoup plus critique par rapport à ces phénomènes-là et à notre manière d'entrevoir les relations avec l'outil informatique. Et je vous rappelle que vous suivez votre émission Débat-Études qui a comme thème aujourd'hui de parler d'une société sans contact. Mais madame, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez élaborer pour accompagner un peu cette marge de la société qui est laissée en rade de cette numérisation? Alors, lorsque je prends le cas de Sonatel, dans le cadre de notre responsabilité sociétale d'entreprise, notre leitmotiv, c'est le numérique pour tous. Pas le tout numérique, mais le numérique pour tous, qui est quand même assez différent. Notre mission première, c'est d'abord d'assurer la connectivité. Le professeur en a parlé. Il y a d'abord un défi en termes d'accès à l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir accès au numérique si vous n'avez pas accès à l'énergie. Ça, c'est une mission qui est portée par l'État, c'est une mission régalienne. Nous, en tant qu'opérateurs, Sonatel a pour mission de pouvoir de permettre un accès au numérique sur l'ensemble du territoire national avec la couverture qu'il faut en termes de 4G, en termes de 4G+, en termes également de fibre optique.
et de permettre un accès démocratisé en termes de coûts. Donc c'est vraiment l'émission première en tant qu'opérateur télécom. Et ensuite, à côté de tout ça, vous avez des programmes d'inclusion qui sont déroulés notamment vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de l'enseignement, avec des partenariats qui sont signés avec les universités. Nous allons signer un partenariat avec l'université de Ziguinchor, d'ailleurs, dans quelques jours, avec beaucoup d'autres universités pour justement, dans le cadre de cette rentrée qui, par exemple, je donne l'exemple de cette rentrée qui est assez trouble, où on ne sait pas comment les élèves et les enseignants vont pouvoir suivre les cours, faciliter cet accès au numérique et au digital en mettant à disposition de la connectivité. Donc, le numérique pour tous, c'est d'abord un accès en termes d'équipement sur le territoire national, 2, des tarifs qui répondent aux besoins des populations, mais également avoir des offres dédiées à des cibles qu'on identifie comme des cibles prioritaires. Et là, je parle des élèves, des étudiants, des zones rurales qui vont permettre justement, mais avec le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps. Déjà, de pouvoir réduire cette fracture numérique-là, nous n'avons pas l'ambition de tout faire par nous-mêmes, parce que l'État lui-même a sa stratégie, qui est PSN 2025, le plan Sénégal numérique 2025, qui justement est la feuille de route qui, d'ici 2025, doit montrer quelle va être l'évolution de l'intégration du numérique dans les différents secteurs. Et Sonatel, nous nous adossons à ce plan Sénégal numérique-là de l'État pour y apporter notre contribution. Et en tant que parent, quels sont les jalons que vous posez pour accompagner les enfants juste avec cet avènement numérique? Parce que, quoi qu'on puisse dire, ce sont des enfants 2.0, oui, voilà, qui sont nés dans cette ère numérique. Donc, ils ont besoin d'une main pour un peu savoir comment utiliser, mais raisonnablement, cet outil. Quels sont les jalons que vous posez, vous, en tant que chef de famille, parent? Alors, j'ai la chance d'évoluer dans ce domaine du numérique-là, ce qui me facilite un peu les choses. Mais je pense qu'avant de penser à éduquer les enfants, il faut penser à éduquer les parents. Parce que les parents eux-mêmes ne maîtrisent pas l'outil. Moi, il y a énormément de choses aujourd'hui sur mon téléphone. Ce sont mes enfants qui me montrent comment ça fonctionne. Parce que vous l'avez dit, ils sont nés dedans. Ce sont des enfants 2.0. Ça fait partie de leur quotidien. Donc, on parle beaucoup de l'éducation des enfants, mais moi, je dis qu'il faut d'abord éduquer les parents. Il faut d'abord accompagner les adultes. Et dans le cadre, justement, de nos activités à Sonatel, nous avons mis en place ce qu'on appelle le cours des parents, où, justement, on montre aux parents comment marche Internet, comment fonctionne Internet, comment ils peuvent aider et accompagner leurs enfants, pardon. Lorsque je prends mon expérience personnelle, moi, je suis maman de 4 enfants, ça va de 20 ans à 9 ans. J'ai une stratégie assez différente pour chacun. 20 ans, quand même, c'est quelqu'un qui est adulte, qui est assez autonome. C'est juste des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur Internet. Ma dernière fille a 11 ans. Je l'ai équipée justement dans le cadre du Covid parce qu'elle suivait ses cours à distance. Il fallait qu'elle soit connectée tous les jours. Donc, au-delà des heures de connexion de l'école, elle a continué à utiliser son portable. Mais là, en tant que parent, vous devez l'encadrer. Vous devez encadrer pour savoir déjà ce que votre enfant fait sur Internet. Ça existe. Il y a des outils aujourd'hui comme le contrôle parental qui vous permettent de savoir exactement sur quel site votre enfant est allé, combien de temps il a fait sur ces sites-là et de le suivre, de monitorer tout ça. Et il y a des quantums horaires aussi. Lorsque vous voyez les études sur le nombre d'heures que les adolescents et les enfants passent sur Internet, c'est vraiment impressionnant et c'est affolant. Surtout à regarder des choses qui sont très souvent futiles, TikTok, faire des vidéos de 10 secondes juste pour montrer comment on danse. Bon, ça fait partie de la jeunesse, mais tout ça, il y a à encadrer. Donc, la chance d'être dans ce domaine du numérique-là m'a permis un peu de pouvoir mettre des règles très claires à la maison sur l'usage du numérique. Le soir, à 20h, tous les téléphones sont éteints et posés sur le salon et chacun continue à vaquer à ses occupations et récupère son téléphone le lendemain matin. C'est une règle de base qu'on connaît à la maison et on sait que maman ne rigole pas avec ça, encore moins le papa. Donc, je pense que c'est aux parents quand même de prendre conscience du danger que ça peut représenter pour leurs enfants
Mais pour qu'ils prennent conscience, il faut qu'ils connaissent le contenu. Oui. Il faut qu'ils sachent, qu'ils aient une idée de ce que les enfants voient et les dangers auxquels ils sont confrontés, parce que c'est vraiment, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Et une fois que les parents ont conscience de ça, ben, il faut faire preuve de rigueur. Oui. Il faut accepter que l'enfant puisse remettre son téléphone le soir, sinon ça crée des addictions. Aujourd'hui, lorsque vous baladez dans la rue à Dakar, quelle que soit l'heure, les gens sont tout le temps connectés sur leur téléphone, et quelle que soit la cible. Moi, très souvent, le soir, je m'amuse à me balader dans mon quartier, mais c'est extraordinaire lorsque vous voyez la plupart des agents de sécurité, ceux qui sont censés protéger la population, qui sont connectés sur leur mobile. Donc, il y a une réelle addiction qui est en train de se développer par rapport à ces outils-là, et il faut, je pense, vraiment lancer une alerte pour que les gens prennent conscience que c'est un outil qui peut être bien quand on l'utilise de la bonne manière, mais qui peut également faire des dégâts extrêmement profonds dans la société dans laquelle on est en train d'évoluer. Donc, professeur, M. Sow, pensez-vous qu'il est temps aujourd'hui, ou bien il est possible de prendre un peu de recul pour mieux voir les choses? Prendre un peu de recul, oui, prendre un peu de recul pour y entrer de plus. Oui, pour y entrer de plus. Pourquoi j'ai dit prendre un peu de recul pour voir comment y entrer de plus? Parce qu'inévitablement, oui, et j'ai aimé l'expression de madame tout à l'heure, le numérique pour tous. Pas le tout numérique, mais le numérique pour tous. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, si la fille de madame Dir peut se connecter à tout temps, la fille de monsieur Diakhabi qui est à Noumouvora ou à Afia Dandé ou dans le Kédougou n'a pas cette chance. Donc vous voyez, l'inégalité scolaire est déjà établie. On ne peut rien faire par rapport à ça. Quand je dis on ne peut rien faire, c'est-à-dire que la réalité est là. C'est une réalité de fait. Oui. Tout à l'heure, quand je parlais des photocopies du ministère pour que ces enfants aient accès au moins au contenu d'apprentissage, c'est parce que c'est une réalité qui est là. C'est des zones où on ne peut pas se connecter. Donc, il y a la responsabilité sociétale est engagée dans ce cas. Et vous l'avez dit, nous vous encourageons parce que Sonatel est la plus grande société de notre pays. En termes de connectivité, il faudrait essayer, je crois, d'avoir des partenariats avec les collectivités territoriales, parce que l'éducation étant une compétence transférée, essayer d'avoir des partenariats bien calés avec les collectivités territoriales pour que ces zones puissent accéder à la connectivité. Ça, c'est un. D'autre part, moi, je crois qu'il ne faudrait pas se voiler la face. On ne peut pas prendre un recul pour dire non, parce que l'article, si vous voyez, le contexte dans lequel l'article a été produit, l'article de Julien Brigaut, c'est un article qui a été analysé sous l'aune de la société française. Mais nous ne sommes pas à cette étape. Mais inévitablement, avec l'évolution des choses, nous y serons. Parce que nous n'avons pas les capacités de s'imposer pour dire arrête. Arrêtez, nous ne pouvons pas aller dans l'ère du numérique comme ça. Il nous faut aller dans une autre ère. Non. Nous sommes obligés, disons, d'aller dans cette ère du numérique. Comment y aller? C'est ça. Comment accompagner les populations qui n'ont pas les mêmes possibilités que les populations urbaines? Là aussi, c'est important. Moi, je crois que dans le cadre de l'apprentissage, des efforts sont en train d'être faits. Mais je ne dirais pas que ces efforts sont infimes. On peut considérer infimes parce que les moyens ne sont pas là. On peut considérer infime parce que les possibilités pour faire accéder à cet outil numérique aux populations rurales, ce n'est pas pour demain, mais il faut faire cet effort. Et j'ai apprécié également quand vous parlez de commencer d'abord par éduquer les parents. Il faut dès à présent que les parents sachent que l'outil du numérique n'est pas un outil, disons, qui va dénaturer ce qu'on attend de l'éducation de nos enfants, mais c'est un outil qu'il faut essayer d'utiliser de la manière la plus positive possible. Et c'est possible, vous l'avez dit, vous avez créé un code de comportement, un code au niveau de votre famille, un code de comportement que tout le monde doit suivre,
Peut-être tout le monde n'aura pas cette chance, mais ceux qui, au moins, dans la maison, voient les enfants se scotcher à l'outil, disons, du portable, il faut qu'on comprenne que le portable ne peut pas, disons, prendre la place de ce que les parents ont à faire pour éduquer leur enfant. Et je crois qu'au niveau également de l'éducation, c'est ça. Tout à l'heure, M. Diop parlait d'équité. C'est un point important. C'est un point important. Il faudrait essayer de voir comment réduire cette fracture d'inégalité scolaire. Parce qu'elle est réelle. Au niveau de toute la planète, hein, je crois que dans une partie même, il y a l'auteur qui disait qu'à l'échelle planétaire, l'école par Internet accroît les inégalités scolaires. C'est ça. L'école par Internet accroît les inégalités scolaires. Mais dans ce contexte de pandémie de la Covid-19, que faudrait-il faire? Faudrait-il dire non, il faut créer une égalité pour que tout le monde ait le même niveau d'apprentissage? Ce n'est pas possible. Parce qu'il nous faut respecter les mesures barrières. Et parmi ces mesures barrières, c'est rester chez vous. Rester chez vous à faire quoi? À croiser les bras? Non. Rester chez vous, ceux qui ont la possibilité de rester chez eux et d'apprendre à distance, le feront. Ceux qui n'ont pas les moyens, il faut aller vers eux et mettre à leur disposition l'outil de contenu d'apprentissage. Et c'est ce que le ministère de l'Éducation est en train de faire. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à Internet à partir de l'outil numérique, ceux-là, qu'on aille vers eux avec les inspections d'académie pour qu'ils puissent faire des photocopies à grande échelle et que ces enfants qui n'ont pas l'outil numérique puissent avoir à disposition au moins l'outil physique des contenus d'apprentissage. Je crois que voilà sur ce point que je voudrais dire. Tout à l'heure, vous avez parlé de reculer pour mieux y entrer. Oui. M. Diouf, pensez-vous que la vie connectée peut durablement substituer la vie vécue? Vous savez, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sous l'emprise un peu de ces concepts-là au point qu'on perde l'essentiel. Parce que c'est vrai, nous sommes déjà confrontés au défi de l'illettrisme, on ne l'a pas encore résolu, et voilà que pointe l'électronisme. Vous savez, ces deux choses, la difficulté est devenue beaucoup plus importante. Donc je pense que la première chose que les autorités sénégalaises devraient faire, c'est déjà, je parle sous le contrôle du spécialiste de l'éducation, M. Sow, c'est d'abord de régler le défi de l'analphabétisme. Parce que notre rapport au savoir va changer. Au-delà même du contenu, il faut savoir manipuler d'abord l'appareil. Nous avons un rapport déjà avec l'appareil. Il faut savoir manipuler l'appareil. Avant de pouvoir manipuler l'appareil, il faut savoir lire d'abord, il faut savoir écrire. Après, maintenant, il y a un autre défi qui vient, c'est la manipulation de l'appareil. Donc, il y a vraiment... c'est vrai que la pandémie a précipité la chose, mais ça a permis de montrer comment est-ce que nos sociétés sont en rade par rapport aux problématiques qui sont en train de se dérouler dans le monde. Donc, la première chose, je pense, c'est déjà de régler le défi de l'illettrisme avant de pouvoir s'attaquer à l'électronisme. Mais je voudrais vraiment qu'on prolonge la réflexion de manière beaucoup plus approfondie en évitant les gens à voir l'idéologie qui est derrière tout ça. Parce que Bigot le dit dans son article. Vous prenez l'exemple de la santé, où vous avez le cloud de Microsoft qui est hébergeur des données de santé des Français. Est-ce que vous voyez les enjeux géopolitiques qui sont derrière ça? Il y a une forme de promotion des startups qui sont là, qui ont la possibilité aujourd'hui, avec ce qu'il appelle dans son article l'assurance paramétrique, la possibilité aujourd'hui aux startups d'offrir des solutions de vente additionnelles sur la base de transactions que vous avez déjà faites. Donc, on est dans un monde où il y a une économie du numérique qui s'installe et qui entraîne les gens sans pour autant réfléchir sur les conséquences désastreuses que cela pourrait entraîner, parce que, après tout, c'est une économie qui est gérée par des lobbies, par des puissances qui sont souvent des puissances étrangères. Mais nous, ce qui nous intéresse, on est emballé, oui, il faut avoir le téléphone, il faut être... Mais c'est vrai, il y a des valeurs qui sont derrière. Il y a des valeurs d'autonomie, on est dans un monde de précipitation et de vitesse. Il y a des valeurs également individualistes qui sont derrière. Donc, il y a des enjeux géopolitiques, des enjeux idéologiques qui sont derrière. Et je pense qu'on ne doit pas être sous l'effet de l'entraînement. Nous devons opérer la halte de la réflexion et voir de plus près comment est-ce qu'il faut envisager cette société-là du numérique qui est là, et à laquelle on ne peut pas se dérober. Comment est-ce que nous allons l'envisager avec beaucoup plus de sérieux? Vous me permettrez, Monsieur Dr Diouf a posé un problème important. Oui. C'est le côté idéologique.
le point qu'il a eu à mettre, où il a mis à mettre le doigt tout à l'heure, important. Parce que le health, je crois que c'est le Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est une plateforme sanitaire qui a été inaugurée et mise en route par le président de la République française. C'est Emmanuel Macron en personne qui est parti inaugurer cela. Et qu'est-ce que ça renferme derrière? On a toutes les données, au moment où nous parlons de protection des données personnelles et autres. Voilà une plateforme où il est possible d'avoir toutes les données sanitaires de la personne à partir de cette plateforme. Donc vous voyez les enjeux qui sont derrière. Ce sont des enjeux sur lesquels, comme il le dit, il faudrait que nous fassions halte pour voir quel rapport nous aurons avec ces types de plateformes. Et c'est important. Enjeu de sécurité, mais aussi de liberté. Ouais. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, madame, à l'ère numérique, on peut être toujours libre ou bien gagner sa liberté? Puisqu'on est sous la direction du numérique, nos données personnelles, toutes les informations nécessaires pour aujourd'hui, nécessaires et propres à la personne dans les bases de données et stockées là-bas. Pour quelle fin, on ne sait pas. La liberté peut être encore envisagée dans ce monde. Je pense que plus on ira vers le tout numérique, et moins la notion de vie privée sera une réalité. Vous le voyez aujourd'hui, lorsque vous surfez sur Internet et que vous voulez accéder à un site, tout de suite, on vous demande est-ce que vous autorisez le site, la plateforme à avoir accès aux telles données. Je vais rentrer sur Internet aujourd'hui, taper le monde diplomatique. Demain, tous les jours, je recevrai une notification du monde diplomatique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le système est conçu de telle manière qu'on est un peu pris au piège. Nous-mêmes, nous avons une addiction par rapport à cet outil-là. Nous l'utilisons au quotidien et c'est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est d'avoir accès à nos informations personnelles et même au-delà, à développer des modèles qui peuvent même prédictifs, qui peuvent dire dans 1 an, 2 ans, savoir à peu près quelles sont vos envies, vos hobbies, et vous proposer des sujets. Donc c'est extrêmement sensible. Et je pense que comme ça a été dit, nos États n'ont aucune main mise sur ça. On sait que les GAFAM sont aujourd'hui totalement indépendants. C'est vrai que les États européens essaient de lutter plus ou moins contre cette diffusion d'informations. Mais aujourd'hui, nos États sont totalement impuissants. Le poids économique qu'ils ont, ce qu'ils représentent au niveau international est beaucoup trop important. Et le revers, c'est que les populations africaines sont de plus en plus connectées, sont de plus en plus addictives à ces systèmes-là. Donc, je pense que la notion de vie privée, si on continue en tout cas sur la dynamique dans laquelle on est, est quelque chose qui va disparaître si de plus en plus de gens sont connectés. C'est le revers de la médaille. Je pense que dans toute révolution, il y a un prix à payer. Maintenant, comment encadrer tout ça? Je voudrais revenir sur la notion d'analphabétisme et d'électronisme. On a fait une étude à Sonatel parce qu'on travaille beaucoup sur les femmes et le numérique en zone rurale et on s'est rendu compte que plus de 50% des femmes qui utilisent le numérique et le digital sont analphabètes. Et en fait, ça vous montre à quel point le numérique peut être un outil inclusif. Elles utilisent WhatsApp, par exemple, comme un marketplace. Elles envoient des vocaux, elles envoient des vidéos. Vous leur mettez un smartphone entre les mains, elles savent comment s'en servir. Hein, et elles n'ont jamais été à l'école. Aujourd'hui, vous allez au marché Alizé, la plupart des gens qui vous décodent les téléphones, qui vous réparent votre téléphone, n'ont jamais été à l'école et ne savent pas lire un seul paragraphe de ce journal-là. Donc, c'est un outil d'inclusion qui montre qu'aujourd'hui, il y a une frange de la population qui, justement, peut être incluse, si je peux utiliser le mot, et se servir de services. Le numérique, comme je l'ai dit, c'est du vocal, c'est de l'image, c'est de la vidéo, c'est pas seulement de l'écrit. Donc, c'est une opportunité. Moi, je vois ça comme une opportunité, justement. Et je l'ai découvert vraiment en travaillant avec les femmes dans zone rurale. Moi, j'ai été étonnée de voir tout ce qu'elles arrivaient à faire sur leur téléphone
alors qu'effectivement, elles n'ont jamais été à l'école. Mais et l'impact que ça a sur leur autonomisation est énorme. Énormément de femmes aujourd'hui, la marketplace, c'est WhatsApp, c'est Facebook. Et ça a un impact énorme sur l'activité financière. Elles vendent beaucoup plus. Toutes les femmes qui vendaient en physique avec le Covid se sont converties, ont fait pivoter leur modèle sur le digital. Moi, aujourd'hui, je commande tout mon marché avec une femme qui était au marché Castor, mais qui a ouvert une page Facebook. Je commande tout ce qu'il me faut. Et elle n'a jamais été à l'école, sur le e-commerce. Donc, je pense qu'il faut aussi voir le volet opportunité, le volet inclusion sur justement cette partie analphabète, mais qui arrive à s'approprier l'outil, à l'utiliser. Il y a un exemple que je donne tout le temps. C'est une jeune femme qui s'appelle Fat Kiné, qui n'a jamais été à l'école et qui a gagné un prix qui est organisé par Sonatel, qui est un prix pour l'entrepreneuriat numérique féminin. Donc, elle est venue à Sonatel quand on a lancé le prix. Elle est venue devant le comité de direction de Sonatel. Elle a dit « Man wolof lay lak » parce que jànguma école. On a été très surpris. Vraiment, on a été très surpris que cette dame puisse venir dire « jànguma école, wolof lay lak, dina len expliquer li ma def ». Elle a créé ce qu'on appelle une e-tontine. Elle a créé une plateforme sur Instagram. La tontine, elle a réussi, en n'étant jamais à l'école, à créer une tontine digitale. On a été bluffés. On a été vraiment extrêmement surpris de voir comment elle s'est approprié l'outil, a développé un business, mais qui marche extrêmement bien. Donc, aujourd'hui, elle est un peu ce qu'on appelle un rôle modèle par rapport à toutes ces femmes. Elle est dans la banlieue, elle est à Guédiawaye. Elle a eu un effet démultiplicateur dans la zone où les femmes se sont dit, nous aussi, on peut utiliser cet outil-là, ça peut nous aider à développer nos activités. C'est un outil inclusif, mais aussi on est à une ère où on ne peut plus reculer, bien seulement avancer, essayer de voir comment s'insérer et trouver sa place dans la danse. Donc, que pensez-vous que ça doit être aujourd'hui l'effort des pays pauvres pour mieux s'installer et attendre l'avènement de cette nouvelle société? Vous savez, moi, je pense que je vais retourner encore au secteur que je connais le mieux, l'éducation, qui me tient à cœur parce que je sais que l'apprentissage de demain sera un autre type d'apprentissage, inévitablement. Et j'attire l'attention de Madame Dir, parce que pourquoi je le dis, il y a un aspect important, c'est l'aspect d'alphabétisation. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le docteur Abdoulaye Diouf, qui se connaît très bien en sciences du langage, parce qu'il a également un master en sciences du langage, que j'ai parcouru certaines lignes intéressantes de ce qu'il a fait comme travail. Et c'est important de voir qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas négliger nos langues nationales. L'exemple, l'anecdote que vous avez racontée tantôt sur cette dame, qui a eu à faire une innovation majeure allant dans le sens de e-tontine, je vous dis qu'il y a à l'intérieur du pays beaucoup de femmes qui ont été alphabétisées, pas en français, mais dans la langue nationale, dans leur langue de première socialisation. Aujourd'hui, il y a 22 langues qui ont été codifiées. C'est aussi un autre challenge pour qu'on puisse permettre à ces bonnes dames et parfois des hommes qui ont été alphabétisés dans leur langue d'avoir accès à l'outil à travers leur propre langue. Ça aussi, je crois que c'est un challenge qu'on pourrait relever. Autre chose, revenir toujours dans l'éducation, parce que je vais parcourir une phrase où l'auteur dit « Tenu à l'écart des salles de classe par la pandémie de la Covid, des millions et des millions d'élèves et d'étudiants n'ont pas accès à un ordinateur, à plus forte raison à une connexion Internet. » C'est dire qu'aujourd'hui, c'est un enjeu d'aller vers, je parle sur tout numérique, vers le numérique pour tous. Aller vers le numérique pour tous, c'est important parce que l'apprentissage sera un apprentissage autre. Et quitter les deux logiques fondamentales de l'apprentissage, à savoir la logique de savoir à la logique de connaissance, aujourd'hui, nécessite
d'avoir la capacité de manipuler et d'utiliser l'outil numérique. À travers le smartphone, c'est vrai, hein, on en parle. Les gens sont scotchés sur le portable, mais il faut essayer, pour nos élèves ou nos étudiants, pour leur dire qu'il est possible, à partir du portable, d'essayer d'avoir accès à Internet et de travailler à distance. C'est important, ne pas seulement scotcher sur YouTube, et sur les vidéos et autres. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau paradigme également, c'est de nouvelles terminologies. En parcourant l'article, même moi, je suis perdu. Vous voyez, on parle de pédagothèque. Vous avez entendu, pédagothèque, de partage, de duplication de vidéos online, de partage d'écran. Mais c'est des paramètres de nouvelles formations vers lesquelles nous devons aller. Il faut que nos élèves, que nos étudiants soient au diapason de ces nouvelles terminologies pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que partager un écran, qu'est-ce que c'est que la pédagothèque. On parle même de surveillance à distance des examens. Aujourd'hui, en France, on commence à parler de surveillance, de télésurveillance, voilà. Télésurveillance, télétravail, télé. Donc, il faudrait nécessairement que nos enfants, nos étudiants, nos élèves soient également coachés dans ce sens. Moi, je voudrais embrayer sur les derniers propos de M. Sow en faisant une petite étude lexicale avec télé partout. Télé, ça signifie à distance. Tout se fait à distance. Donc, ça nous ramène un peu à l'orientation idéologique qui est derrière tout ça. Mais avant de terminer, je voudrais rebondir sur la question de la liberté que vous avez posée, qui me paraît quand même fondamentale, parce que notre liberté, elle est aujourd'hui confisquée. Elle est confisquée parce que la liberté consiste à s'affranchir de toutes les formes de déterminisme. Or, nous sommes dans cette impossibilité aujourd'hui. Maintenant, cela ne veut pas pour autant dire que nous devons démissionner. Parce qu'il faut le dire, c'est un outil qui est là et avec lequel nous devons faire. Parce que c'est le monde qui évolue également. Ça, il faut le dire. Hein. C'est incontournable. Maintenant, il faudrait, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, hein, je ne suis pas aussi liste que ça, hein, il y a énormément d'avantages quand même. Derrière les valeurs comme d'autonomie, de mobilité, tout ça, c'est quand même des valeurs qui sont positives, d'opérations aussi qu'on peut faire à distance, hein, les déclarations avec QR code, etc. Donc il y a énormément quand même d'avantages que ce phénomène-là charrie, mais quand même que nous devons envisager quand même avec beaucoup de sérénité. Alors je voudrais terminer par inviter Madame Dirk, qui s'intéresse beaucoup à la responsabilité sociétale d'entreprise, d'orienter vraiment les actions en ce sens. C'est vrai que la RSE n'est pas encadrée par l'État. Les entreprises ne sont pas souvent dans l'obligation. Je pense que c'est une opportunité quand même d'orienter les priorités vers ça. Parce que c'est vrai que c'est un outil quand même qui profite aux femmes. Bon, c'est pas parce qu'elles sont analphabètes qu'elles ne devraient pas pouvoir manipuler les appareils, mais au-delà les femmes aussi doivent dépasser cette dimension folklorique et ce rapport folklorique qu'elles ont par rapport aux réseaux sociaux, à WhatsApp, mais chercher quand même à voir le côté positif et rentable, hein, que ce phénomène-là offre. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire et je vous encourage beaucoup à persévérer dans ce sens. Et madame, votre avis sur la question doit être la place ou bien les jalons que doivent poser les pays pauvres pour mieux entrer dans la danse? Alors, pour moi, c'est une question très difficile parce que les pays aujourd'hui n'ont pas la main sur cette révolution-là. Vous n'avez absolument pas la main sur les GAFAM. Nous ne pouvons que suivre cette révolution-là, essayer de nous adapter et d'en tirer le meilleur. On a raté une étape. C'est l'appropriation, je pense, du numérique. On est tombé dedans et on a suivi le rythme. On dit très souvent que le numérique et le digital peut nous permettre de sauter des étapes en termes de développement, ça peut nous permettre d'aller très vite, mais à quel prix? Et je pense que ça, il faut le mesurer. À quel prix, aujourd'hui, on va aller vers ce tout numérique ou ce numérique pour tous, sachant que, pour moi, c'est quelque chose qui remet carrément en cause notre souveraineté nationale. Lorsque vous avez une population
qui est connecté tout le temps sur du contenu, et ça pose également la question du contenu. On a la connexion, mais quel est le contenu qu'on regarde? La plupart des gens, moi je le vois chez moi, c'est du contenu international, c'est du contenu qui n'est pas du contenu local. Donc ça aussi, c'est un élément fondamental. On est en train de perdre en termes de l'impact sur nos systèmes de valeurs aussi est très très fort. Hein. Donc pour moi, c'est un débat qui est ouvert. Je n'ai pas la réponse. C'est une réflexion qu'il faut qu'on fasse. Et surtout, il faut qu'on aille vite, très vite, parce que le numérique va extrêmement vite. Il n'attend personne. Il n'attend personne. On est en train d'aller d'étape en étape. Et le pays, je pense, qui aujourd'hui n'arrivera pas à encadrer ça plus ou moins, mais c'est possible. Moi, je pense que c'est possible, parce qu'à petite échelle, moi, je vois à Sonatel, on arrive quand même, sur des petits programmes, à avoir des résultats. Et des fois, je m'imagine ces programmes-là démultipliés à l'échelle nationale. On a fait un test. Sonatel a créé une école qui s'appelle Sonatel Academy, justement dans le cadre de notre RSE par rapport à la problématique de l'éducation. On a fait le choix, dans cette école, de choisir des jeunes en décrochage scolaire, des jeunes qui n'avaient aucun diplôme, pour les former au numérique. Avec 6 mois de formation intensive, mais vous avez des gens qui deviennent des web managers, qui deviennent des community managers. Ça montre en fait tout le potentiel qu'il y a dans le numérique pour créer de l'emploi. Imaginez aujourd'hui démultiplier à l'échelle nationale tous ces jeunes qui n'ont peut-être pas la chance d'être dans les universités, qui sont là, qui ont quand même, qui sont intelligents, mais qui avec un encadrement, qui avec une petite formation, mais au bout d'un certain temps, sortent d'une école de formation et tout de suite ont cette insertion professionnelle-là. Aujourd'hui, on a plus de 80% d'insertion professionnelle pour ces jeunes. On a commencé avec une trentaine de jeunes. Aujourd'hui, on est à 100 jeunes qui, tous les 7 mois, sortent avec un diplôme et ont cette insertion professionnelle-là. Donc, je pense que ça a été dit, le champ des possibles est énorme avec le numérique. Et c'est à l'État qui, dans ses missions, doit apprendre à l'encadrer, accompagné de toutes les parties prenantes, parce que toutes les parties prenantes, secteur public, secteur privé, société civile, doivent s'engager dans cette démarche-là. Et je pense qu'on pourra tirer le maximum de bénéfices de cette transformation numérique-là. Le numérique, ça avance très rapidement, ça n'attend personne. Et il faut tirer profit de ce nouvel outil. Penser à la numérisation pour tous avant de penser au tout numérique, mais à quel prix? Nous voilà au terme de votre émission Débat d'études qui avait comme thème aujourd'hui une société sans contact. Avec mes chers invités, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Vous aussi, chers téléspectateurs, je vous remercie de votre disponibilité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission Débat d'études. Et d'ici là, prêtez une oreille attentive à la connaissance et penchez vos cœurs à la sagesse, toujours avec Téléécole. Merci. liggéey moromam ngir iñaan soxor ñàkk gëm yàlla intérêt tas na réew mi lu waay defal moromam am na lu ci seen bul gis nit di ko bañ